parti. Buongiorno tutti. Aujourd'hui, maintenant, on va parler de plus-value latente. C'est bon ça. Alors, plus-value latente, maximiser les profits immobiliers en jouant la patience. Les plus-values latentes sur les biens immobiliers, elles peuvent atteindre 30% après 10 ans de détention. En 2022, 25% des investisseurs privilégiaient une stratégie plutôt long terme. Nous allons explorer ensemble les stratégies permettant de maximiser les profits immobiliers grâce à la patience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser chacun de nos intervenants se présenter sans pour autant rentrer dans le cœur du sujet. Vous vous présentez, vous nous expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, et on abordera les thèmes ensuite les uns derrière les autres. Julie, si tu veux bien commencer, s'il te plaît. Oui, du coup, bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 24 ans et je fais donc partie de la franchise de Rent Compagnie Montpellier, aux côtés de Benjamin. Donc nous, ça fait pas très longtemps qu'on a démarré l'aventure, mais pas pour autant novice, car Benjamin a déjà une grande expérience dans le bâtiment. Et du coup, moi, avec une très bonne stratégie et organisation, ainsi que le côté commercial, donc on est en train de monter cette affaire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Sonia, qui nous a rejoint. Oui, donc bonjour, donc moi c'est Sonia. J'ai investi en immobilier depuis plus de 10 ans, principalement à Paris et en Île-de-France également. Et voilà. Et auparavant, j'étais avocate en droit des affaires. Merci beaucoup. Laurent. Alors moi c'est Julien Malango sur l'affiche, mais sinon vous pouvez m'appeler Laurent Boutillier, je répondrai aussi. Voilà, dans l'immobilier, avec ma chérie qui est juste à côté de moi, qui va se présenter. Donc plusieurs business, voilà, plusieurs sociétés, un écosystème immobilier à travers du consulting, une agence immobilière, et puis derrière une société de travaux de Rennes, bien entendu, j'ai envie de dire, bien entendu. Maud. Maud, également à la tête d'une famille de 3 enfants, accessoirement. Multi-entrepreneur, en effet, investisseuse, passionnée d'immobilier. Et puis, on partage ça en couple, où on fait tout ensemble dans tous nos projets d'investissement et d'entrepreneuriat. Très bien, merci beaucoup. Diego et Pierre-Marie. Donc Diego, 30 ans, père d'un petit garçon qui a fait ses premiers pas ce week-end d'ailleurs. Bravo. Et donc avec Pierre-Marie, on est franchisé de Rennes Compagnie sur le secteur Saint-Malo, Normandie, depuis maintenant le mois de juin. Et donc Pierre-Marie, 30 ans, investisseur immobilier et aussi associé de mon copain Diego, donc secteur Saint-Malo et alentour pour Rennes Compagnie. Super, merci beaucoup. On va aborder le premier thème qui a trait à la stratégie pour maximiser les plus-values à long terme. Finalement, la rétention des biens sur le long terme, c'est une stratégie qui peut générer d'importants profits. Par exemple, les biens situés dans des grandes villes voient leur valeur en moyenne augmenter d'à peu près 6% par an. Comment déterminer quels biens vont prendre de la valeur long terme finalement ? Comment identifiez-vous les zones géographiques où les biens vont prendre probablement de la valeur sur le long terme ? Bon, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à différencier, catégoriser les biens en 3e catégorie, 2e et 1re catégorie. La 3e catégorie, on va être sur des biens de moins de 10 000 habitants, des villages de moins de 10 000 habitants, où effectivement, on va pouvoir réaliser beaucoup de cash flow. La valeur au prix au mètre carré est très faible, la valeur locative est assez haute, donc du coup, on aura un bon rendement. On prend un risque, le risque de ne pas avoir de locataires, ou en tout cas de ne pas avoir de plus-value latente. Ensuite, on va avoir les secondes zones où là, on aura plutôt des biens dans des villes qui vont aller de 10 000 à 80 000 habitants, où là, pour le coup, on aura une augmentation potentielle d'environ 1,5% par an de la valeur du bien. Et puis, on aura un petit peu de cash flow. Et enfin, les villes patrimoniales, première zone, plus de 100 000 habitants. Alors moi, je serais plutôt tenté de dire 3% par an que 6%. Il ne faut pas oublier qu'on était quand même sur une phase après Covid où en fait l'immobilier a énormément pris. On voit des villes comme là où on est actuellement à Rennes, où ça a pris, c'était complètement fou. Mais ce n'est pas la normalité. Mais si vous rentrez dans une ville de première zone, plus de 100 000 habitants, vous allez payer plus cher le ticket d'entrée, plus cher le prix au mètre carré. Par contre, on peut imaginer 3% par an, ce qui veut dire dans 10 ans, 30% de valeur du bien. Et comme on sait que le crédit est une valeur fixe, vous allez forcément faire du cash dans une dizaine d'années. J'aimerais rappeler que le triptyque de l'enrichissement immobilier, il est composé à la fois de l'accumulation d'excédents de trésorerie, ce qu'on appelle le cash flow, on aime bien l'anglicisme parfois, l'excédent de trésorerie, restons en France, le remboursement du capital, grâce aux locataires qui sont ravis par ailleurs d'avoir des biens parfaitement rénovés et de qualité dans lesquels ils peuvent vivre
plus que décemment, extrêmement bien. Et la troisième portion qui constitue le triptyque de l'enrichissement immobilier, c'est la plus-value latente, auquel on ne pense pas toujours. Et cette plus-value latente, elle peut représenter entre 1/3 et 2/3 de l'enrichissement immobilier global. Suivant la localisation, donc en effet, c'est plus facile sur la première catégorie que la troisième. Encore que, mais bon, la part de plus-value latente va être un peu plus importante en effet sur la première catégorie. Ça va dépendre de l'emplacement, de la qualité ou de la quantité de travaux que vous allez engager. Il est évident que faire un investissement locatif dans des biens à rénover va faciliter la création de cette plus-value latente immédiate déjà, et puis long terme. Quelles sont les caractéristiques clés d'un bien immobilier qui favorise une plus-value latente? Est-ce que Sonia, tu veux bien? Oui, parce que vous en doutez, moi, c'est ma stratégie depuis 10 ans. On repère les biens à forte plus-value différemment selon la période, quand on est en période haussière ou en période baissière. Personnellement, quand on est en période haussière, dans le passé, j'ai investi dans des biens dans des secteurs en gentrification. Donc à partir du moment où le bien a des caractéristiques intrinsèques de qualité, comme une bonne luminosité, une disposition intérieure optimale, ou en tout cas à optimiser, on est quasiment certain de faire une plus-value. Et sinon, en période haussière, là, il faut aller vraiment que sur du safe, que sur les biens mieux placés. Et du coup, maintenant, je me positionne sur les secteurs UP. Et en prenant des biens qui ont des qualités intrinsèques de qualité et que je rénove et sur lesquels je fais des plus-values très rapidement. On a investi qu'à Beauvais apparemment, Sonia, que tu es bien eu. Pourquoi pas. Pierre-Marie, Diego, est-ce que vous avez un avis? Oui, alors pour moi, pour miser sur la plus-value latente, il faut d'abord commencer par bien investir. Et donc ça commence par bien maîtriser son marché et ne pas acheter déjà au-dessus du prix du marché. Sinon là on part déjà on se tire déjà une balle dans le pied en fait, pour moi dès le démarrage. Et après ça passe par des travaux bien maîtrisés. On va dire lorsqu'on investit, que quelqu'un cherche à acheter un bien, il va tout de suite chercher les défauts du bien. Et donc là il va chercher à négocier le bien. Et si on ne veut pas se faire attraper derrière, c'est d'avoir un bien qui est parfaitement réalisé. Parfaitement réalisé. Ah oui, pardon. Okay. En termes de travaux. Ok. Donc la question était, quelles sont les caractéristiques clés d'un bien immobilier qui favorisent la plus-value latente? Je l'avais dit un petit peu finalement en préambule, que le travaux nécessite que le bien nécessite beaucoup de travaux. Selon moi, c'est quelque chose qui favorise la création de valeur et donc l'atteinte d'une plus-value. D'être sur un secteur dynamique. Je prends l'exemple, là, je plonge plus de 20 ans en arrière. Je m'étais amusé à l'époque où j'étais encore je ne sais pas où d'ailleurs. Il y a 20 ans, tu étais en maternelle? Exactement. Oh, je te ferai un câlin. Tu mérites un câlin. Mais bon, il y a trop de monde là. J'avais lu un rapport d'Enedis commandé par l'État dans le cadre de son développement du territoire. Il faut bien comprendre que chacun agit à son niveau et son échelle de temps. Nous, on voit à la limite, à l'échelle d'une vie, un gouvernement, quand il gouverne, il voit sur beaucoup plus loin, en fait, puisqu'il y a des projets qui demandent plus de 20 ans. Et donc, dans le cadre de l'aménagement du territoire, il était déjà question probablement de développer la Bretagne, en l'occurrence, parce qu'il y avait une migration naturelle de la population de l'Est et du Sud vers l'Ouest. Et donc, ils avaient commandé auprès d'Enedis, oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il fallait déployer comme moyen pour desservir les zones industrielles, telles grandes villes, etc. Et donc, il était déjà question, il y a plus de 20 ans, d'une croissance vers l'ouest de la France, et où il disait que il va y avoir une augmentation de la population de plus, alors je pense que je dirais une bêtise, mais je crois que c'est plus de 40% en Bretagne sur 20 ans, quand on sait que déjà à l'époque, au moment où j'avais pris connaissance de l'étude, il y avait déjà un déficit de production de logements pour être en adéquation avec leurs prévisions. Donc, à l'évidence, j'avais compris que ça allait durer plus longtemps le truc. Et donc, il y avait une évidence à venir en Bretagne. Je vivais en région parisienne, j'ai rapidement choisi la Bretagne. C'était déjà pas anodin. Mais tout ça pour dire que, même à des échelles plus petites, on peut savoir que, par exemple, Chanel, voilà, du côté de Saint-Jean d'Angély, si je ne me trompe pas, ils prévoient d'y construire ou d'y déplacer leur siège. Ça se passe à l'échelle d'une demi-décennie, hein. Donc on sait déjà que sur certains secteurs, il va se passer quelque chose pour lequel il va y avoir un attrait. Si je répondais si je devais moi répondre à la question, j'aurais été chercher ça. C'est selon moi une caractéristique qui
qui va permettre en tout cas a priori de favoriser une plus-value latente. Ici, les questions, alors souvent on pense, alors c'est peut-être la déformation de marchand bien, on fait beaucoup d'immobilier, donc on vise beaucoup la plus-value court terme. C'est vrai qu'ici, finalement, le sujet, c'est la plus-value long terme. Et finalement, même si vous faites une opération moyenne, eh ben, dans le temps vous donnera toujours un petit peu raison. Vous faites une opération, vous êtes flat, pour reprendre, je crois, ton terme, souvent, pour être à l'équilibre, et ben, dans 10 ans, même si ça prend que 3% par an en moyenne, en théorie, même si vous faites une opération à zéro, dans 10 ans, vous allez faire plus 30%. C'est pas mal. Comment évaluer les projets d'urbanisme et les tendances économiques pour anticiper la hausse du prix de l'immobilier? Finalement, j'ai involontairement donné un exemple juste avant. Est-ce que d'expérience, vous auriez des choses à nous partager pour nous permettre d'évaluer les projets d'urbanisme et les tendances économiques pour anticiper les hausses éventuelles futures? On a vécu un groupement de ville, tu peux peut-être le raconter sur un immeuble. Ouais, on a acheté une ancienne auberge, vraiment à retaper totalement, dans un village de 400 habitants. Donc, petit village. Mais on a, donc, au moment où on a acheté, on a signé un compromis, c'était dans la ville, voilà, et ensuite il y a eu un regroupement de villes. Donc on a pu pouvoir bénéficier finalement de toute la structure de la grande ville, c'est-à-dire ramassage scolaire, etc., tout en sachant que c'est un endroit, c'est un emplacement assez prisé d'ailleurs. Quand on cherche des locataires aujourd'hui, il y a énormément de demandes. Tout simplement, c'est qu'on se trouve à côté d'axes principaux. On se trouve également non loin du train qui amène à Paris en 40 minutes. Et on a créé en fait un immeuble de A à Z. Donc, c'est un petit peu notre marque de fabrique aussi, puisque souvent on achète soit des restaurants, des auberges, des maisons, on divise et on crée les immeubles nous-mêmes. Et là, en l'occurrence, c'était 9 appartements avec 18 places de parking. Et aujourd'hui, on a réussi parce qu'on l'a mis en vente, il est x2. Enfin, on a fait un x2 sur l'immeuble. Alors, énormément de travaux, beaucoup de risques avec tous les aléas Covid qu'on a connus, etc. Maintenant, ça en valait la peine. Et c'est vrai que grâce à cet investissement-là, de par justement ce regroupement, on a pu valoriser ce bien de façon substantielle par rapport à sa valorisation d'aujourd'hui. Vous cumulez à la fois la création de valeur, alors la qualité du sourcing, ça commence déjà quand même par là, savoir ce qu'on cherche et où, comme une étude de marché, ça commence un peu par là. Mais après, vous avez accumulé finalement et l'apport de valeur lié à des travaux et en plus de l'urbanisme qui a joué dans votre sens et a maximisé la plus-value. C'est rare qu'on connaisse de la décroissance de population, ça doit se dire. On connaît plutôt des croissances. Les projets d'urbanisme se veulent toujours confortatifs, se veulent toujours créer quelque chose de positif globalement, être capable de les capter, les comprendre et savoir où ça va se développer et pourquoi, c'est un facteur qui est créateur du coup d'opportunités, notamment de plus-value latente à l'évidence. Est-ce que quelqu'un aimerait nous partager un autre exemple ou un tips pour trouver des informations qui permettent de sentir ou de savoir que dans tel endroit, sur tel secteur, il y a des projets valorisants qui vont voir le jour et qui, a priori, vont générer un intérêt certain? Oui, notamment nous, par exemple, je prends l'exemple de nos villes qu'on couvre, donc Dinan, Saint-Malo, où on se met très au courant de l'urbanisme, des politiques d'urbanisme donc qui vont être menées à moyen, court et long terme, pour voir l'évolution en fonction des quartiers, de ce qui va être amené en termes d'aménagement, des fois de construction et autres, pour être au fait des évolutions qui vont être apportées, pour pouvoir derrière en parler auprès des investisseurs avec qui on est en contact quand ils veulent investir sur une ville, dans un quartier vraiment précis. Ok. Julie, à Montpellier, comment est-ce que vous appréhendez un petit peu ces développements des agglomérations? Est-ce que vous les anticipez dans vos études de marché? Alors, on les anticipe notamment sur Montpellier, mais surtout là où on voit vraiment une évolution, c'est sur Béziers, où il y a eu vraiment un mouvement pour remettre à neuf toutes les façades et redynamiser des quartiers, leur apporter beaucoup de valeur. Donc, c'est surtout sur Béziers qu'on voit ce genre de métamorphose. D'accord. Super, super. Donc, a priori, ces travaux de revalorisation, notamment sur ce secteur Béziers et autour de Béziers, laissent entendre que ça va happer un petit peu le marché, ça va conforter déjà le la cas création et de ça plus-value. continue, oui, en effet. Super. D'où la nécessité d'avoir des approches professionnelles et de se faire entourer par les bons acteurs autour de vous pour maximiser la chance un petit peu partout. La chance. Voilà, provoque la chance. Mais de créer de la valeur à la fois avec un projet rentable, accumulation d'excédents de trésorerie. Quel que soit le projet, vous aurez du remboursement de capital, donc qui vous enrichira sur le long terme, et d'aller chercher ou maximiser la plus-value latente.
Le second thème qu'on va aborder maintenant, c'est la patience et la rentabilité. Jouer sur l'inflation et les tendances du marché. En 2023, l'inflation immobilière elle a atteint 4%, ce qui encourage de nombreux investisseurs à être plutôt dans une logique de rétention de leurs biens immobiliers pour précisément maximiser les plus-values. Quelles sont les meilleures façons d'exploiter cette inflation et d'attendre le bon moment pour vendre? Donc selon vous, comment l'inflation immobilière peut-elle être exploitée pour maximiser la rentabilité à long terme des biens? Moi, je dirais que la diversification est la clé. L'idéal est d'avoir de l'immobilier de rendement qui fait le cash flow et de l'autre côté des biens valeur patrimoniale et dont la valeur va forcément augmenter avec le temps mais qui effectivement ne génèrent pas de cash flow à court terme. Donc pour moi, c'est la diversification. Okay. J'adore. Maud, est-ce que tu veux... Un thé Je vais te le chercher tout de suite, ma chérie. Je vais essayer de compléter un petit peu. Comme je le disais tout à l'heure, l'immobilier nous donne toujours raison finalement. Et le temps joue pour le coup pour nous. Hein, nous sommes des êtres périssables, donc je dirais que le temps joue contre nous le plus souvent. Hein, mais en matière d'immobilier, je dirais que le temps il joue pour nous. 4% d'inflation. Bon, il ne faut clairement pas laisser l'argent dormir. Déjà en soi, laisser un argent dormir, ça veut dire laisser un argent en stock. Et un stock dans une entreprise, c'est une charge. Donc l'argent, c'est comme une énergie. L'énergie, pour qu'elle vive, c'est un flux. Il faut qu'elle se déplace, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle se mouvoie. Donc ne surtout pas laisser l'argent en banque, puisque à 4%, vous ne trouverez pas grand-chose comme placement qui équilibre. L'immobilier, entre autres placements, mais là on parle d'immobilier, si vous placez, alors je vais dire une bêtise, que à 7, et 7 c'est déjà très bien, et ben vous faites quand même plus 3 par rapport à l'inflation. Votre argent ne se déprécie pas. Donc, comment tirer profit ou comment réagir par rapport à l'inflation, c'est de forcer le destin pour trouver des biens qui fait en sorte que notre argent continue de nous apporter, d'accord, ou nous apporte plus qu'il ne se dépérit. L'inflation, ça crée souvent un petit peu de stagnation, ça favorise le stock de biens, puisque les gens, comme c'est indiqué, ils ont tendance a priori à stocker leurs biens pour continuer de capitaliser sur la plus-value latente. Peur de vendre moins bien, ils se disent je garde, comme le marché va toujours dans mon sens, et je sortirai plus d'argent après. Donc les biens ont tendance à se déprécier à un moment donné, puis du coup ils jouent sur le temps pour l'apprécier plus tard. Faites également de l'investissement locatif parce que vous achetez un peu moins cher, donc il ne faut surtout pas attendre. Et où est-ce que je voulais aller? Et par contre, les niveaux locatifs restent les mêmes. Donc acheter en période d'inflation, c'est selon moi un bon moyen, parce qu'en théorie, on doit pouvoir acheter plus rentable, normalement. Donc c'est un autre moyen, selon moi, de tirer profit d'une inflation pour maximiser la plus-value, parce que si on achète quand il y a de l'inflation, ils vendent un peu moins, le marché baisse un petit peu, acheter quand le marché il est un peu baissier, normalement ça favorise la plus-value, parce qu'après quand ça repart, comme c'est une activité qui est relativement cyclique, quand ça repart, on profite plus facilement de l'ascension. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que... Je pense que tu es très clair, mais pour vulgariser un peu l'histoire, l'idée c'est quand même d'expliquer aux personnes que vous achetez, quand vous achetez un bien immobilier, un immeuble de rapport, vous allez acheter, donc vous arrêtez sur un prix. Ce prix, vous allez le faire financer par un organisme bancaire, vous allez avoir une mensualité. Cette mensualité, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas et c'est en votre faveur. Parce que si vous avez 1 000 € de crédit pour 1 000 € de loyer, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant l'indice de revalorisation des loyers, vous allez pouvoir augmenter votre loyer. Et votre loyer va faire qu'augmenter. Et dans un cadre comme en ce moment d'inflation, les revenus de loyer sont tous les trimestres toujours en positif. C'est-à-dire qu'on est à plus de 74% pour le dernier trimestre. On a vu des plus 3% sur certains trimestres. Ce qui veut dire que, en fait, si vous faites rien et que vous êtes un peu abruti, parce qu'on est un peu comme ça, juste le fait d'augmenter vos loyers chaque année va vous permettre d'augmenter votre cash flow, votre delta et de gagner de plus en plus d'argent. Donc cette inflation nous sert. Et nous, on le voit. Alors, vous avez un appartement, vous n'allez pas le sentir énormément, parce que si vous passez de 1 000 à 1 050 €, 50 €, ça ne va pas changer littéralement votre vie. Par contre, quand vous avez beaucoup d'immobilier et que vous augmentez tous les lots, c'est plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros qui rentrent chaque année en ayant le même patrimoine. On ne change rien. Et le locataire qui est en face, qui payait un T2 520 € il y a 5 ans,
qui aujourd'hui paye 560, il gagne aussi plus d'argent, il paye sa baguette plus cher. Et donc c'est normal qu'il paye son loyer plus cher. La seule chose qui peut nous desservir, c'est le montant de la taxe foncière. On en a parlé. Par contre, si vous mixez avec des professionnels, un local au rez-de-chaussée, sur lesquels vous allez pouvoir refacturer une partie de ce foncier, vous maîtrisez votre crédit, vous augmentez vos loyers, vous refacturez la taxe foncière, vous prenez la plus-value latente. Autrement dit, vous faites une affaire sur tous les côtés en cas d'inflation. Merci pour cette pédagogie. Il y a plus de pédagogie. Merci beaucoup pour l'apport. Quels sont les indicateurs économiques à suivre pour anticiper la hausse de la valeur des biens? Le premier critère, c'est le taux. D'abord le taux, et puis ensuite on a les critères économiques, la croissance, et puis l'envie générale d'investir ou non, quoi. Ça, on le sent aussi. Ça va avec l'économie. Et la démographie, pour donner un exemple clair, par exemple, est-ce que la démographie d'une ville, quand elle est en croissance, c'est signe de... Oui, forcément. Et, moi, je suis biaisée parce que j'investis principalement sur Paris. Pardon, Julie, quels seraient selon toi les critères qui permettent de sentir un petit peu, quels seraient les indicateurs économiques d'une ville qui permettraient justement de suivre ou d'anticiper une éventuelle hausse? Éventuellement les nouveaux projets que cette ville pourrait avoir, que ce soit à travers la création de nouveaux centres commerciaux, de nouvelles activités. Enfin voilà, en tout cas, ça va être... Un tram, un gros centre commercial. Justement, à Montpellier, actuellement, il y a des créations de nouvelles lignes de tram avec un très beau budget et qui va favoriser donc des endroits où les transports en commun ne sont pas encore mis en place ou du moins ne sont pas assez bien desservis. Donc là, c'est des endroits où on va pouvoir justement aller chercher sur ces nouveaux lieux du coup de la location, de l'investissement locatif en tout cas. Est-ce que RDNA nous donnerait des éléments qui permettent d'apprécier une éventuelle attractivité de la ville si on voit une croissance de l'utilisation d'Airbnb? C'est une question, j'en fais très peu de location, je fais de l'atypique parce que je cherche une expérience, mais de faire de la courte durée classique, c'est quelque chose que je méconnais, que je ne connais pas bien du tout. Est-ce que ce serait un indicateur sur une forme de croissance? Alors, si je peux me permettre, sur RDNA, il peut y avoir une indication, c'est-à-dire c'est pas le nombre de biens qui est mis en location, mais ça peut être la tendance, c'est-à-dire si le dernier trimestre est en augmentation, on peut effectivement se dire qu'on n'est pas encore au point le plus haut et qu'il y a encore de la demande et que ça se développe encore. Dans les points d'intérêt, nous on l'a senti avec les aéroports, dès lors où il y a plus de 3 millions de passagers à l'année, c'est qu'il y a une vraie demande sur la location courte durée, il y a une vraie demande pour loger des gens, et donc la ville a tendance à monter en prix au mètre carré. Donc RDNA, on s'en sert sur le dernier trimestre pour voir si effectivement ça continue à croître ou non. Ok, merci. Selon vous, faut-il toujours attendre 10 ans pour maximiser la plus-value ou peut-on identifier des périodes plus courtes où la vente serait réputée plus stratégique? Complètement. C'était le cas là entre 2016 et 2022. C'était l'occasion de faire de l'achat-revente. Moi, j'ai fait des x2 en 3 ans. Bien sûr. Donc, il y a des périodes. Dès qu'on est en période haussière, là, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment faire des allers-retours. Ouh, la honte capitaliste. Nous, on n'est pas d'accord. Ah ok. On n'est pas d'accord juste sur ça, sur le reste on s'entend bien, pas de souci. Moi je suis amoureux des biens que j'achète, des travaux que je réalise, au-delà d'être amoureux de ma femme bien entendu. Et Maud est plutôt amoureux par la culbute qu'elle peut réaliser. Donc souvent on achète en disant qu'on va rénover et pourquoi pas revendre à court terme, mais de tout ce qu'on a acheté, on n'a jamais rien revendu. Donc pour l'instant, j'arrive à m'en sortir. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais on va arbitrer bientôt. Voilà. Non, mais c'est vrai que par rapport à ça, il y a un moment, il faut savoir statuer, pour moi en tout cas, statuer, arbitrer pour repartir sur d'autres projets. Parce qu'on a envie aussi de d'autres projets différents, plus high ticket, enfin voilà. De la même manière, je sais que là, on a un projet qui est assez gros, où moi, je voulais le faire plutôt en opération de marchand de biens. Mais au final, non. Nous terminons par le créer, on s'associe et puis on va créer c'est 34 lots en tout. Donc c'est plutôt un gros projet. Mais voilà, moi je suis plutôt partisane de diversifier un petit peu, de savoir arbitrer, d'en garder une partie parce que je suis passionnée, j'aime l'immobilier. Pour moi, je veux qu'on en garde quand même quoi qu'il arrive, mais à terme, d'en arbitrer une partie. Ouais.
Laurent a gagné, c'est ça que tu veux dire? Pardon? Laurent a gagné, c'est ça Alors, que tu veux pas dire? totalement. Non. Non. J'ai réussi à lui faire accepter le fait qu'on allait capitaliser 5 ans et revendre. Donc j'ai 5 ans devant moi d'exploitation locative des 34 lots. Ce qu'on appelle faire un consensus. Exactement. Voilà. Voilà. Des concessions. Voilà, tout à fait. Exactement. Bah, j'en ai Merci. fait. Et dans 5 ans, il y aura une renégociation, j'espère. Alors que je ne m'y perde pas. Ok, donc faut-il toujours attendre 10 ans pour maximiser la plus-value? Donc ça c'est votre réponse. Est-ce que, messieurs, vous avez un avis sur le sujet? Bah oui, comme le disait Sonia, l'achat-revente sur une courte durée en période d'inflation, il semblerait qu'on y soit. Donc, moi, j'aurais plus tendance à penser que le faire sur une courte durée semble être une bonne solution dans l'immédiat à l'heure actuelle, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une histoire de durée forcément. Ça passe, comme le disait Maud, plus par l'arbitrage en temps voulu, en fonction de la stratégie de chacun, je pense. Bon, finalement, qu'elle soit court terme ou long terme, à l'évidence, l'immobilier et le temps va dans notre sens, encore une fois, et donc il participe, il continue à œuvrer et à être créateur de plus-value, et plus on garde, et plus on reste. Alors pourquoi 10 ans? Peut-être que quelqu'un s'est dit, mais bon, il part du postulat 10 ans, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé de 15 ou de 20? Bon, je pense probablement qu'il s'agit forcément de travaux rénovés. Donc on refait presque à neuf, avec des travaux bien réalisés. Et c'est vrai que bon, un bien, on le consomme. Un bien, on le consomme. On ouvre la porte, on ferme une porte, on aère plus ou moins bien, on chauffe, on machin, on joue, ça danse, ça joue, ça machin, ça truc. Et donc forcément, on consomme un peu le bien qui vieillit un petit peu, machin. Et donc, on pourrait se dire que au-delà de 10 ans, le bien va commencer à coûter un peu. Il va falloir un peu plus forcer le trait du rafraîchissement, caresser l'idée de refaire un sol, refaire totalement les peintures et pas simplement un petit coup. Et donc, pourquoi est-ce que la question est sur 10 ans? Je suppose que c'est parce que c'est un petit peu le postulat, c'est de dire qu'au-delà de 10 ans, on engage des travaux et on commence à être un petit peu en décaissement de trésorerie. C'est-à-dire que l'argent qu'on a gagné, ou si on a fait une opération pas top, ou parce qu'on n'était pas focus sur la rentabilité, qu'on a acheté ça pour dans 20 ans, etc., on est en train de consommer un petit bout de la plus-value qui est en train de dormir. Hein. Mais on sent bien qu'on est en train de s'appauvrir, c'est pas le bon terme, mais on sent bien qu'il y a un petit peu qu'il va y avoir un peu de perte en ligne. Et donc, c'est dans un souci d'optimisation que, de base, de postulat, la question, elle est faite pour une base de 10 ans. Au-delà, on commence à consommer un peu plus le bien, il faut remettre 10 balles dans la tirelire. Bon, en dessous de 10 ans, en effet, il y a des momentum ou des choix directement liés au bien intrinsèque ou, je sais pas, j'en sais, vous voulez faire un bête de mariage et un bête c'est quoi de voyage nuptial, hein? Vous voulez vous faire plaisir, ça peut générer un pourquoi vendre pour récupérer un peu de cash, etc. Ça peut répondre à ce truc-là. Mais sinon, quoi qu'il arrive, la conclusion, c'est de dire que le bien soit flat ou pas, qu'il soit pas terrible, le temps joue toujours avec vous. À 4-5% de croissance par an, sur 10 ans, vous allez gagner a priori 40 à 50%. Investissez dans l'immobilier, c'est sécure. Autant, ok, les cryptos, ça peut paraître un peu exotique, ça peut faire un peu peur. Mais la réalité, c'est que investir dans l'immobilier, même quand c'est moyen, sur le long terme, ça vous donnera toujours raison. J'ai plié la feuille, c'est vraiment pas malin, parce que du coup, je vois plus ma conclusion. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose sur le sujet de la plus-value? Est-ce que quelqu'un a... Oui, parce que alors tu parlais des 10 ans qui commencent, enfin les appartements commencent à vieillir. Effectivement, je l'ai vécu moi-même sur des logements que j'ai depuis plus de 10 ans. C'est vrai qu'à partir de 10 ans, ils prennent un coup de vieux et effectivement, il faut commencer à faire des petites rénovations. Mais il y a aussi l'autre critère, c'est que quand on est en tout cas en LMNP, le délai pour utiliser le déficit généré par l'activité est de 10 ans. Donc au-delà de 10 ans, on commence à ne plus avoir de déficit et c'est vrai que c'est comptablement le moment de vendre. Ok. Très juste. Tout à l'heure, on parlait. Enfin, Simon était présent. Monsieur Dragon était présent. Et donc, il était question de fiscalité. Et avec la comptable Sonine, il était question d'anticiper un petit peu ces sujets comptables et fiscaux, être dans cette préparation, cette anticipation pour mieux baliser notre chemin, mieux réaliser nos investissements locatifs. Bon, c'est sûr que quand on conscientise, quand on est conscient qu'à 10 ans, il y a
une petite perte d'intérêt fiscalement parlant et qu'en plus, on risque d'engager quelques frais parce qu'il va falloir rafraîchir, ça permet d'être en mode pilotage, je gère mon activité, je prévois, j'anticipe et j'ordonnance les choses sur une échelle du temps qui est toujours... Enfin, vous savez, on lève le menton, on regarde devant nous, on évite de regarder ce qui se passe juste devant nous, demain, après-demain, la semaine prochaine. Donc ça permet de piloter son activité et du coup de gérer les sorties aussi, pour pouvoir rebondir ou se renforcer, ou se diversifier, ou repartir sur autre chose. En effet. Alors, juste si je peux préciser, excuse-moi William, c'est que moi qui n'aime pas vendre, là on vend, mais on se vend à soi-même. Donc dans l'immobilier, ça peut être intéressant de faire circuler le parc, on en parlait tout à l'heure. Donc là, pour le coup, avant d'être ensemble avec Maud, qu'on s'est longtemps cherché avant de se trouver, et avant de se trouver, on investissait tous les deux de notre côté. Et aujourd'hui, on est régi par une société mère et donc on a des SCI et certaines SCI nous appartiennent mais l'un et l'autre n'est pas à l'intérieur. Et donc on a une histoire à raconter dans le cadre de la succession et pour la protection, de pouvoir sortir des biens des SCI pour les faire monter donc dans la société mère qui est la holding. Et pour le coup, on a la possibilité de refaire financer le bien. Ce qui veut dire qu'on ne repasse pas par le notaire, c'est simplement une cession de part, donc c'est un impôt société, mais l'argent vous est reversé vous en perso, vous évitez cette double taxation. Donc l'avantage, dans ce cas-là, c'est que en fait, vous faites circuler le bien d'un point A, qui peut être une SCI, à un point B, qui est toujours la SCI, mais détenu par une autre entité. En l'occurrence, nous, c'est la holding. Ça fait rentrer beaucoup de cash, ça ne vous dessaisit pas du bien et ça vous permet de pouvoir aller sur autre chose. Voilà, donc effectivement, on peut arbitrer sans pour autant... un OBO. Un OBO, tout à fait. Alors juste pour expliquer le sujet, parce que les auditeurs ne sont pas forcément aussi avancés que nous, il y a une distinction entre ce que nous sommes en tant que particulier et ce que nous sommes en tant que professionnel. C'est-à-dire que William, d'une certaine manière, il a un numéro de matricule fiscal et on me connaît sous le numéro 237, 248, gna gna gna. Et William, quand il représente une société, même détenue à 100%, je suis, comme qui dirait, une autre personne. Et c'est ça qui permet de faire ce tour de passe, entre guillemets, c'est que, par exemple, moi, William, vais vendre à un autre William qui a une autre identité le même bien. C'est pour ça qu'on dit une vente à soi-même. C'est pas William particulier qui vend à William particulier, ça ne marcherait pas. C'est William en tant que particulier qui vend à William professionnel ou voire même William SCIA qui a un numéro d'identification qui vend à William SCI 2 qui lui a un autre numéro d'identification. C'est une personne morale. Je suis une personne physique et nos sociétés sont des personnes morales. Et donc je vends de ma personne physique à une personne qui est morale où on vend le bien entre deux personnes morales, donc deux personnes différentes. C'est ça le sujet. Par contre, quand ça se fait, comme toute chose, il faut que ce soit fait de manière intelligente. C'est-à-dire que l'immobilier, il a une valeur de marché. Et donc, il faut pas... Enfin, oui, je pense qu'il ne faut pas. Je pense même qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas, pour autant, se vendre à un prix exorbitant en se disant « Ouais, je vais maximiser la plus-value, je vais me vendre super cher ». Bah ouais, mais sauf que tu vas créer une moins-value latente. Tu ne l'as pas encore dans ta caisse, mais tu vas l'avoir le jour où tu vendras vraiment le bien de l'autre côté. Et attention à l'histoire à raconter aussi. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie histoire. Nous, il y a une approche transmission et succession, parce qu'on fait tout ensemble. On est à 50-50. Et du coup, dans toute la structure qu'on a créée avec le groupe de sociétés, ça paraissait tout à fait logique qu'on en arrive là, de façon à que moi, je puisse acquérir 50% de cet immeuble sous forme de part, entre guillemets, puisque c'est via la holding, mais de façon à pouvoir avoir le retour sur investissement, puisque je m'intègre aussi bien dans tout ce que l'on a créé tous les deux que dans cet immeuble-là qui est en question. Donc, on ne peut pas, alors attention, parce que les OBO, c'est pareil, il y a des banques qui sont complètement réfractaires à ce genre de choses, puisque, encore une fois, si vous y allez pour dire je vais juste récupérer du cash, c'est mort. Nous, il y a vraiment une histoire, on sait pourquoi on le fait, il y a vraiment une approche transmission. Si vous y allez pour autre chose, c'est niet. C'est mort. Laurent, tu voulais... on a même, pour aller dans ton sens, minimisé un tout petit peu le prix du bien, parce qu'en face, on a quand même si on change d'une entité A à une entité B, on a quand même une rentrée locative. Et quand on fait une cession de part, puisque là on parle de cession de part, la durée du crédit est de 7 ans. Donc quand vous faites une transaction immobilière, la rentrée locative couvre les crédits parce que le crédit est sur 20 ans. Mais quand la cession de part est sur 7 ans, la mensualité est très très grande.
Ce qui veut dire que vous devez avoir en face une rentrée locative qui est suffisamment conséquente pour pas que ça coûte à la société B. Donc on a, nous dans notre cas, minimisé un petit peu. Et on a, pour ceux qui sont intéressés, on pourra en parler un peu plus précisément, on a coupé en deux, d'abord une cession en 7 ans avec un prêt et ensuite une vente à terme. Donc là, c'est Laurent autorise la vente de la société par la société B. Voilà. Donc c'est un montage qui se fait, qui permet de prendre beaucoup de cash et de garder l'immobilier dans le patrimoine général familial. Bien sûr. Alors évidemment, on ne commence pas par là, mais lorsqu'on fait ce genre de choses, évidemment, il y a de l'anticipation, il y a de la réflexion, ça ne se fait pas comme ça. Et même dans ces trucs avancés, on peut commettre des erreurs, notamment caresser l'idée de se vendre à un prix exorbitant avec l'appât du gain d'encaisser une plus-value, alors qu'il y aurait un côté pervers. Et ce que je souhaitais, c'était souligner ce côté pervers. Attention, ne pas tomber dans les travers. Eh bien, vient l'heure, malheureusement, de la conclusion. Donc, pour conclure, la stratégie de la plus-value latente est une méthode éprouvée pour maximiser l'immobilier. Mais elle nécessite une certaine patience et une analyse rigoureuse du marché. L'inflation et la croissance des prix immobiliers jouent en faveur des investisseurs qui savent attendre le bon moment pour vendre. Et ça, c'est proche à tout à chacun. Je voudrais remercier Sonia, Julie, Laurent, Maude, Pierre-Marie et Diego. Merci à tous.